Et si le meilleur moyen de rentabiliser une maison n'était pas de refaire la cuisine, mais plutôt de garer une grosse camionnette dans le jardin? C'est vrai que dit comme ça sonne un peu comme une mauvaise blague immobilière. Absolument. Mais c'est pourtant très sérieux. Aujourd'hui, on explore comment une vieille bâtisse en pierre est littéralement en train de réécrire toutes les règles de l'habitat. Oui, on a des documents vraiment fascinants sur la table pour cette plongée. Exactement. On a épluché des rapports techniques, des notes de terrain issues de l'Agile Innovation Process, l'AIP. C'est sous la direction du professeur Michel Epiano. Et on a aussi une infographie super détaillée. Et ce qui est génial avec ces sources, c'est qu'elles sont toutes fraîches. Elles sont datées d'aujourd'hui même, le 14 mai 2026. C'est ça, on est vraiment sur l'actualité brûlante. L'idée centrale de tous ces documents, c'est de déconstruire l'image de la maison traditionnelle. Vous savez, cette forteresse immobile qui ne fait que consommer de l'électricité et de l'eau. La fameuse maison passive, et attention, passive dans le mauvais sens du terme, hein. Ouais, le gouffre financier. Le but ici, c'est de la transformer en ce qu'ils appellent un Smart Living Ecosystem, un écosystème de vie intelligent. Tout un programme. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'en lisant ces notes, on réalise très vite que l'habitat du futur n'a plus grand-chose à voir avec juste des murs et un toit. Pas du tout, non. On parle carrément de fusionner la maison avec la mobilité électrique, de produire sa propre énergie, de générer des revenus avec le tourisme lent et d'un concept très intrigant, le Facility Management 5.0. Alors, pour bien commencer, il faut vraiment comprendre la philosophie derrière ce projet. L'équipe du professeur Piano ne cherche pas du tout à faire du greenwashing ou un simple ravalement de façade écologique. D'accord. Et ils ne veulent pas non plus transformer la maison en un énorme smartphone bourré de gadgets inutiles. Bah oui, on connaît tous ces frigos connectés qui commandent du lait tout seul. C'est pas le but ici. Voilà, c'est pas ça du tout. La mission, c'est vraiment de prendre ce fameux centre de coût passif, ce bâtiment qui pompe votre argent, et d'en faire un nœud actif. Un nœud actif, c'est-à-dire? Chaque mètre carré, chaque élément de la propriété doit produire, stocker ou redistribuer de la valeur de manière complètement fluide. Et pour que ce soit concret, l'AIP n'a pas juste publié des théories vagues sur Internet, ils ont monté un véritable laboratoire grandeur nature. Oui, et c'est là que notre infographie devient particulièrement intéressante. Le projet pilote se trouve à Biojo. Biojo, c'est dans le canton du Tessin, en Suisse? C'est bien ça, et spontanément, quand on entend parler d'un laboratoire de technologie de pointe, on a tous la même image en tête. Ah oui, moi je m'attendais à une villa flambante neuve, ultra minimaliste, construite avec des matériaux de l'espace. Exactement. Or, quand on regarde les photos du projet de Biojo, c'est tout le contraire. On a un bâtiment historique sur 2 niveaux, il y a un portique en pierre massive, un vieux jardin bucolique, d'anciennes caves. Ça m'a vraiment surpris. Pourquoi choisir une structure aussi contraignante? Avec des murs ultra épais, une architecture intouchable, c'est hyper compliqué pour tester des concepts futuristes, non? C'est un crash test délibéré. En fait, dans le domaine de l'innovation, on cherche toujours à savoir si un produit est scalable. Donc, s'il peut être reproduit à grande échelle et de manière rentable. Absolument. Construire la maison parfaite en partant de zéro sur un terrain vierge, c'est facile, mais ça ne représente pas du tout la réalité de notre parc immobilier européen, Qui est très vieillissant, c'est clair. vieillissant et rempli de contraintes patrimoniales. Donc si on parvient à intégrer ce système énergétique d'avant-garde dans les vieilles pierres de Biojo, on prouve que le modèle fonctionne partout. Ah, je vois. Si ça passe dans un vieux bâtiment en Suisse avec des caves en pierre, ça passera dans n'importe quel pavillon de banlieue ou immeuble de centre-ville. Exactement. Et c'est ce qui nous amène à cette notion de design réversible qui est partout dans les rapports du professeur Piano. Oui, j'ai vu ça. Et en regardant les croquis de l'intérieur, ça prend tout son sens. Il n'y a eu aucune saignée dans les murs, aucune démolition. Zéro gravat, oui. Au lieu de cacher la technologie, comme on le fait d'habitude, ils l'ont littéralement exposée. On voit ces tuyauteries métalliques avec un effet cuivre super élégant qui court directement sur la pierre. C'est très beau visuellement, oui. Et c'est couplé à des prises et des interrupteurs gris anthracite de la marque Feller. C'est hyper industriel. Ça donne l'impression de, je sais pas, de mettre une montre connectée dernier cri sur un costume d'époque. C'est une excellente comparaison, ouais. Et cette réversibilité, c'est avant tout une question de respect pour le bâti ancien. Parce que creuser, c'est risqué. Bah oui, creuser les murs d'un bâtiment qui a plusieurs siècles pour y noyer des câbles, ça crée des faiblesses structurelles, ça fait des ponts thermiques, ça risque d'amener des infiltrations. D'accord. En gardant tout le réseau apparent, l'intervention devient presque chirurgicale et surtout, elle est temporaire. Donc si dans 30 ans, les normes électriques changent, Voilà, il suffira de dévisser ces tuyaux cuivrés, on met le système à jour sans avoir à détruire les murs.
C'est propre, sans poussière et sans cicatrices pour le patrimoine. Bon, l'approche esthétique et pratique tient la route, je suis convaincu, mais en épluchant les spécifications techniques du matériel, j'ai eu un vrai moment d'incompréhension. Ah oui, sur quel point? On nous vend un écosystème d'avant-garde, le truc du futur. Et pourtant, le projet rejette catégoriquement toutes les installations thermiques sophistiquées. Vous parlez des planchers chauffants? Oui, les planchers ou les plafonds chauffants hors de prix de chez Mitsubishi, par exemple. À la place, ils ont mis quoi? De simples pompes à chaleur RR. Les fameux splits. Attendez, quand on dit splits à air, on parle bien de ces gros blocs de climatisation en plastique qu'on voit accrochés en haut des murs dans les hôtels. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pas fini. Pour l'eau chaude, les documents mentionnent fièrement, je cite, « deux banals chauffe-eau électriques de 100 litres ». Mettre du matériel aussi basique, presque rudimentaire, dans un projet de cette envergure, ça ressemble à une erreur de casting, non? C'est presque une solution au rabais. Je comprends tout à fait votre réaction. Mais ce qui est fascinant ici, c'est qu'on associe à tort l'innovation à la complexité technique. Souvent c'est le cas, non? Plus c'est innovant, plus c'est complexe. Pas dans ce modèle. Ici, l'ingénierie vise vraiment le concept du less is more, moins c'est plus. La simplicité est mise au service de la résilience. Expliquez-moi comment un simple bloc mural est plus résilient qu'un super plancher chauffant. Prenons l'exemple de votre plancher chauffant moderne, ce qu'on appelle un système hydraulique. C'est un maillage extrêmement complexe de tuyaux remplis d'eau. C'est noyé sous la chape de béton et le carrelage. Oui, on ne voit rien. Tout est relié à des collecteurs, des vannes motorisées, une unité centrale. Que se passe-t-il si un seul petit joint lâche au beau milieu du mois de janvier? J'imagine que le système détecte une baisse de pression et se met en sécurité, donc on n'a plus de chauffage, et il faut casser le carrelage pour trouver la fuite. Exactement. C'est une réaction en chaîne catastrophique. Il faut faire intervenir des spécialistes qui coûtent une fortune, détruire le sol, vivre dans la poussière. L'horreur. En remplaçant ce labyrinthe par des splits à air décentralisés, on élimine totalement, je dis bien totalement, la circulation d'eau dans les murs et les planchers. D'accord. Donc si un des blocs muraux tombe en panne, Eh bien, le reste de la maison continue d'être chauffé par les autres unités indépendantes. Et surtout, n'importe quel technicien peut remplacer le bloc défectueux en moins d'1 heure. ouais, on dévisse, on remplace, on rebranche. C'est vrai que c'est imbattable en termes de maintenance. La maintenance ultra rapide, c'est le cœur de la résilience. Bon, je valide les splits. Mais pour l'eau, 2 petits chauffe-eau de 100 litres. 100 litres pour toute une maison de cette taille, ça me paraît ridiculement sous-dimensionné. Comment ça peut suffire pour des douches, la vaisselle, etc. C'est là que l'intelligence de l'écosystème vient remplacer la taille brute du matériel. Traditionnellement, dans les maisons, on installe d'immenses ballons d'eau chaude, de 300 ou 500 litres. Oui, qu'on fait chauffer à fond la nuit pendant les heures creuses parce que l'électricité du réseau est moins chère. Voilà, la vieille méthode. Sauf qu'ici, à Biojo, la maison produit sa propre électricité grâce au toit solaire. Dès que le soleil se lève, le système informatique prend le relais. Il utilise le surplus d'énergie, qui est totalement gratuite, pour chauffer ses petits 100 litres d'eau en continu. Ah, ça chauffe toute la journée. Exactement. Par toute petite touche. Le chauffe-eau agit en fait comme une petite batterie thermique à recharge ultra rapide. On n'a plus du tout besoin de stocker des volumes immenses d'eau si on peut la chauffer instantanément à la demande. D'accord, c'est hyper astucieux. Et justement, parlons de ce toit solaire. Sur l'infographie, on voit que l'installation photovoltaïque recouvre l'intégralité de la charpente. Une très belle surface de production, oui. Le truc, c'est qu'avec des besoins aussi limités en chauffage et ces tout petits chauffe-eau, la toiture doit produire beaucoup, mais alors beaucoup trop d'électricité. C'est le cas. Surtout pendant l'été au Tessin, où le soleil tape vraiment fort. Toute cette énergie électrique, elle doit bien aller quelque part. Si elle ne reste pas dans les murs de la maison, où va tout surplus? Et c'est précisément là que le laboratoire de Biojo intègre la mobilité. L'énergie quitte les murs de la maison pour aller se garer sagement dans l'allée. Ah, on en vient au fameux fourgon, le Ford Transit. Le Ford E-Transit électrique, oui. Son intégration, c'est véritablement la clé de voûte de tout cet écosystème. Sans lui, le modèle est incomplet. Mais on est d'accord qu'on ne parle pas du fourgon de livraison classique, celui qui dépose les colis devant la porte. Non, pas du tout. Les plans de l'AIP montrent un aménagement furtif, ou stealth en anglais.
De l'extérieur, ça ressemble à un utilitaire banal, blanc, très discret. C'est le but du stealth, oui. Mais à l'intérieur, c'est optimisé au millimètre. J'ai vu les photos, c'est dingue. Il y a un vrai espace de travail conçu pour le télétravail, une cuisine équipée à induction, un système de climatisation complètement autonome. C'est une micro-maison sur roues. C'est ça, une véritable extension de l'habitat. Sauf que, permettez-moi de me faire l'avocat du diable 2 secondes. Allez-y. Avoir un immense utilitaire de 6 mètres de long garé devant chez soi, ça prend une place monumentale. Et soyons honnêtes, ceux qui nous écoutent ne sont pas tous des nomades digitaux vivant sur les routes 300 jours par an. C'est sûr. Si ce van, magnifique, passe 90% de son temps immobile à prendre la poussière dans l'allée, n'est-ce pas un énorme gâchis? Comment un objet immobile peut-il être une extension utile de la maison? C'est une excellente question et ça me permet de détruire un mythe très tenace. Votre raisonnement serait parfaitement juste, mais seulement si on parlait d'un moteur à explosion. C'est-à-dire? Cimenté dans le moteur, les durites sèchent et craquent, la courroie de distribution se fige, la batterie au plomb se vide et meurt. Le coût d'usure lié à la simple inactivité est énorme. C'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut faire rouler une voiture de temps en temps. Voilà. Mais avec un utilitaire électrique, tous ces coûts et ces problèmes s'évaporent. Au fond, un Ford Transit, ce n'est qu'une très grosse batterie posée sur un châssis, gérée par des ordinateurs de bord. Pas de courroie, pas d'huile. Exactement. Il n'y a pas d'huile moteur, pas de boîte de vitesse complexe avec des fluides. Qu'il roule à 130 km/h sur l'autoroute ou qu'il reste garé 6 mois au même endroit sous un arbre, l'usure mécanique due à l'immobilité est nulle. Zéro. D'accord, je veux bien le mettre que le véhicule électrique ne s'abîme pas sur place. C'est un bon point. Mais bon, ça ne résout pas mon problème principal, l'utilité. Un gros bloc de métal vide qui ne s'abîme pas, ça reste un gros bloc de métal qui ne sert à rien. Sauf qu'il sert énormément grâce à la bidirectionnalité. C'est ce qu'on appelle la technologie V2H pour Vehicle to Home, du véhicule vers la maison. Et comment ça marche en pratique? Ce fourgon n'est plus juste un moyen de transport, c'est une gigantesque batterie de stockage qui est connectée physiquement à la maison. L'onduleur intelligent du système fait le lien entre le toit solaire, la maison et le van. Ah, donc le surplus d'énergie dont on parlait tout à l'heure. Exactement. En plein milieu de l'après-midi, en été, quand le toit produit trop et que la maison ne sait plus quoi faire de cette électricité, elle ne la brade pas sur le réseau public pour 3 centimes. Elle l'injecte directement dans la batterie du fourgon. Le van absorbe tout ce surplus solaire. Ok, donc il se charge gratuitement. Mais le soir, quand le soleil se couche et que, par exemple, on rentre du travail, on allume la télé, le four, et que la consommation de la maison augmente d'un coup. Eh bien, le flux s'inverse automatiquement. Le van communique avec la maison, il reconnaît qu'elle a besoin d'énergie, et là, il renvoie l'électricité qu'il a accumulée toute la journée directement vers le tableau électrique de la bâtisse. Ah ouais, incroyable! Donc c'est lui qui alimente le four et la télé? Tout à fait. Le véhicule devient une sorte de poumon artificiel pour l'habitation. Il respire avec elle. Et en plus, cet aménagement furtif dont on parlait rajoute une autre couche de rentabilité. Avec la cuisine et le bureau. Oui, si le van n'est pas utilisé pour voyager sur la route, il devient une micro-dépendance. Vous avez un bureau isolé phoniquement que vous pouvez louer à la journée pour des gens qui font du coworking, ou alors ça devient une micro-chambre d'hôte. C'est ce que l'AIP mentionne sous le nom de tourisme lent, c'est ça? Le tourisme slow, oui. Vous générez un revenu avec un véhicule garé chez vous. C'est fou. Si on résume, la camionnette sert de batterie le soir, de bureau le jour et de chambre d'hôtel le week-end. Ça veut dire que le propriétaire de la maison n'est plus juste un simple habitant qui paie des factures, il devient un gestionnaire. Et c'est exactement ce qui explique ce terme qu'il est un peu jargonneux, que le professeur Piano utilise dans les documents, le Facility Management 5.0. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, ce Facility Management 5.0? Historiquement, le facility management, c'est la gestion d'un bâtiment au sens strict. Vous appelez un plombier pour réparer une fuite, vous vous assurez que les charges de copropriété sont payées, vous remplacez des ampoules dans les couloirs. Ouais, on gère des pannes et des trucs cassés, quoi. C'est ça, on gère des objets physiques passifs. La version 5.0, c'est une rupture totale. Ça implique qu'on ne gère plus seulement des réparations techniques, on gère des flux. Des flux énergétiques, touristiques, de travail. Et concrètement, la journée d'une personne qui gère ses flux, à l'échelle de sa propre maison, ça ressemble à quoi? C'est un arbitrage permanent. La maison devient une structure de micro-hospitalité de luxe. Souvent, vous êtes assisté par une intelligence artificielle de gestion. Vous consultez votre tableau de bord sur votre téléphone, vous voyez que le van est chargé à 80%.
D'accord. Vous décidez alors si cette énergie stockée servira à amortir la consommation de la maison pour la nuit ou si au contraire, le van doit garder son énergie parce qu'un locataire l'a réservé en tant que bureau pour l'après-midi. L'espace physique et l'énergie deviennent des actifs financiers. On passe vraiment du statut de simple payeur de change à celui de PDG d'une mini-centrale électrique. D'où ce fameuse analogie historique du professeur Piano qui m'a vraiment fait m'arrêter dans ma lecture. Pour illustrer ce changement de modèle économique, il parle dans le rapport de, je cite, « la leçon de Caporetto et le Piavet ». Une métaphore très puissante, oui. J'ai dû faire une recherche rapide, je vous avoue, parce que mes cours d'histoire sont loin. Pour resituer pour ceux qui nous écoutent, Caporetto, c'est une bataille de la Première Guerre mondiale. L'armée italienne, qui était complètement figée dans des doctrines militaires super vieilles et rigides, s'est fait littéralement écraser par des nouvelles tactiques d'infiltration. Une véritable déroute. Ils ont battu en retrait dans un chaos absolu, jusqu'au fleuve Piave. Et c'est seulement là, au bord de ce fleuve, acculé, qu'ils ont enfin abandonné leur vieille méthode. Ils se sont adaptés avec agilité et ils ont réussi à stopper l'effondrement de leur ligne. C'est la métaphore parfaite de l'industrie immobilière d'aujourd'hui. S'obstiner à construire des maisons traditionnelles qui consomment énormément d'énergie de manière centralisée, utiliser des matériaux destructeurs et séparer complètement le budget de votre logement de celui de votre voiture. C'est la doctrine de Caporetto, l'écho. Exactement. S'accrocher à ces vieux modèles immobiliers, ça mène au désastre financier. Avec l'explosion des coûts de l'énergie et des matériaux, c'est suicidaire. À l'inverse, le modèle de Biagio représente la ligne du Piave. L'innovation agile. L'adaptation rapide, oui. Fusionner la voiture, le toit solaire et la maison en un seul organisme dynamique, c'est la seule voie vers la survie, vers la victoire, si on file la métaphore. Et ce qui est particulièrement intéressant, d'un point de vue purement financier, c'est que ce changement de paradigme attire des capitaux monstres. Les rapports insistent lourdement sur le fait que cette approche agile s'aligne à 100% avec les critères ESG. Oui, c'est crucial aujourd'hui. On entend tout le temps cet acronyme ESG dans les journaux économiques. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le jardin d'une vieille maison en pierre au Tessin? Alors, ESG signifie environnement, social et gouvernance. Ce sont les critères stricts que les grands fonds d'investissement et les banques européennes utilisent maintenant pour accorder des financements avantageux. Si vous ne respectez pas ces critères, vous n'avez pas d'argent ou très cher. D'accord. Et donc le projet de Biagio valide ces critères? Il coche absolument toutes les cases. Prenez le E pour environnemental. On ne détruit pas le bâtiment ancien, on génère de l'énergie solaire propre et on favorise la mobilité électrique. C'est parfait. Et le S pour le social? Le van aménagé permet de développer ce fameux tourisme lent. Au lieu de construire de grands hôtels bétonnés qui défigurent les paysages, on fait venir des touristes qui font vivre les petits commerces du village. On crée du lien social local. Ah, bien vu. Et pour le G, la gouvernance? L'écosystème entier est monitoré et géré de façon transparente et éthique grâce au fameux Facility Management 5.0. Les données énergétiques sont claires et traçables. En gros, en appliquant ces principes d'intégration, un simple propriétaire foncier ou un promoteur devient éligible à des fonds européens et des subventions massives, juste parce qu'il participe activement à cette transition. Tout à fait, ça devient un investissement très attractif. Et d'ailleurs, l'infographie de l'AIP précise bien que tout ça ne concerne pas que des châteaux ou des projets universitaires de niche. Le laboratoire de la SUPSI, qui pilote l'initiative technique, mentionne explicitement la reproductibilité de ce modèle pour ce qu'ils appellent les villettes. Les villettes, ce sont les maisons individuelles classiques, les pavillons. Voilà. Et la SUPSI précise bien qu'ils ne cherchent pas de simples sponsors pour mettre des logos sur des plaquettes. Ils cherchent de vrais partenaires technologiques, prêts à venir sur le terrain. Oui, des entreprises qui veulent tester leurs onduleurs, leurs câbles, leurs logiciels de gestion en conditions réelles. Pour que ce modèle quitte les laboratoires et descende littéralement dans la rue. C'est ça. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le message est limpide. La standardisation de ces technologies est imminente. Ceux qui écoutent cette analyse doivent vraiment commencer à regarder leur lieu de vie d'un autre œil. Le toit au-dessus de nos têtes n'est plus juste là pour empêcher la pluie de rentrer. Non, c'est une microcentrale de production. L'allée bétonnée devant le garage n'est plus un simple bout de bitume pour garer une machine qui perd de sa valeur. C'est l'emplacement d'une batterie géante et d'une extension de notre salon ou de notre bureau. Et le jardin devient une véritable interface d'accueil économique. La forteresse de pierre s'ouvre. Ce n'est plus un centre de coûts, mais un écosystème prêt à générer de l'indépendance. C'est une transformation profonde. Mais en poussant la logique de cette gestion de flux encore un peu plus loin, on arrive à des implications qui donnent carrément le vertige. Absolument.
Et cela soulève une question importante qu'il faut se poser pour l'avenir. Si on extrapole ce modèle du Facility Management 5.0, on sort très vite du simple cadre de la maison individuelle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si un pavillon isolé est capable de produire, de stocker et d'analyser ses propres flux d'énergie grâce à son janou et son toit, que se passe-t-il quand on aligne 10, 20 ou 50 maisons identiques dans la même rue? Ah, on obtient un réseau. Un réseau local complètement décentralisé. Et c'est là que ça devient vertigineux. Puisque chaque maison devient une plateforme gérant ses propres flux, verrons-nous bientôt l'émergence de mini-bourses de quartier? Des mini-bourses, comme à Wall Street, mais pour de l'électricité de banlieue. C'est exactement l'idée. Imaginez un futur tout proche où un système en pair à pair, géré par intelligence artificielle, permettrait à la maison numéro 12 de revendre son surplus d'électricité de midi directement au van garé au numéro 14. Parce que le van du 14 prévoit de faire un long trajet de lendemain. Voilà. Ou encore des voisins qui s'échangeraient l'utilisation de leurs vannes respectifs en fonction des besoins. Le numéro 8 accueille de la famille ce week-end, il loue pour 2 nuits le van aménagé du numéro 10. C'est brillant. Une économie circulaire ultra-locale, où l'énergie et l'espace s'échangent de jardin à jardin. Et le point crucial, c'est qu'en faisant ça, on court-circuite totalement les fournisseurs d'énergie traditionnels et les chaînes hôtelières classiques. On devient un réseau de voisinage 100% autonome. Eh bien, ça laisse songeur. Ce conteneur passif dont on parlait au tout début. Ces murs n'ont pas été détruits par des pelleteuses. Ils ont été traversés par des flux invisibles. La maison est devenue un organisme vivant qui s'hybride avec un véhicule et dialogue avec le voisinage. Je pense que on a tous de quoi sérieusement réfléchir la prochaine fois qu'on tournera la clé dans la serrure de notre porte d'entrée. Je suis persuadée qu'on ne verra plus jamais son garage de la même façon, en tout cas. C'est certain. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante du Smart Living Ecosystem.